Bon, bonjour à tous, merci de m'accueillir, bravo pour ce que vous faites. Je crois que je vais un peu me présenter, Rémi Cardinal, je suis pianiste classique. J'ai deux activités, disons, professionnelles. Je suis donc concertiste et je suis aussi professeur dans un conservatoire. Et je suis titulaire de la fonction publique territoriale et de cela aussi, on va en parler car c'est deux modes de travail qui sont très importants et très généralisés dans le monde des travailleurs du spectacle. Et je parle donc de cette expérience-là, je pars de là, et je parle aussi en tant que militant du réseau d'éducation populaire qui s'appelle Réseau Salariat, qui a été fondé par Bernard Friot, le sociologue économiste. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce réseau. Je fais partie donc du groupe local Bouches-du-Rhône. Et dans ce groupe de Réseau Salariat, il y a aussi des groupes de travail où on travaille sur des thématiques de sécurité sociale sectorielle. Et je suis référent à la sécurité sociale dans le groupe Culture. Voilà. On est nombreux, on est maintenant une bonne trentaine à travailler épisodiquement sur ces questions-là. Et on invite tous ceux qui ont envie de réfléchir ensemble à venir nous rejoindre pour travailler à ces thématiques-là. Et la dernière chose, je parle aussi, je suis pour le groupe Convergence des luttes, dont le nom s'écrit LUTHS. C'est un collectif de musiciens au départ classiques. Il faut savoir, je ne sais pas s'il y a des artistes classiques ici, mais il faut savoir qu'en général, la culture politique, la culture de lutte politique chez les classiques est très très faible. Et après, disons, au moment de la réforme des retraites, nous avons constaté que beaucoup d'entre nous, nous avions eu des tentatives pour élever la voix. Et ce collectif Convergence des luttes est né à partir de cela pour refaire un tout petit peu monter la souffrance au travail du musicien classique, qui est en général vu comme une sorte de privilégié et de nanti. Et on s'aperçoit quand on creuse un tout petit peu que la violence du marché du travail est très 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 dure. Et en général, un musicien d'orchestre qui ne travaille pas dans un orchestre dit conventionné, grand orchestre comme le Philharmonique ou le National, ceux qui sont souvent les supplémentaires, donc des intermittents du spectacle, ou qui travaillent dans des orchestres dits baroques, eh bien ils sont extrêmement précarisés, car le chantage en emploi est évidemment extrêmement élevé, extrêmement fort. Donc voilà, ce collectif s'est créé il y a un peu plus d'un an officiellement. Il a été rapidement endormi, disons, dès qu'il y a eu la première crise sanitaire, le premier confinement, et puis il s'est réveillé depuis quelques mois, et nous sommes organisés, on a construit un site internet, et il y a deux aspects, deux volants à ce groupe. Un retour d'expérience, car nous pensons que c'est important que les gens puissent s'exprimer, et nous tenons à la forme sous l'anonymat. Alors certains, comme moi, écrivent en leur nom, mais nous avons inventé cette structure pour que justement les gens qui craignent trop, et à juste titre, de l'ouvrir, eh bien, puissent l'ouvrir grâce au nom du collectif Convergence des luttes. Et il y a un autre volet qui est beaucoup plus politique, et nous tenons aussi à faire de l'éducation populaire politique, pour parler justement des enjeux de l'économie, du travail dans le milieu artistique. Donc voilà à peu près toutes mes casquettes pour vous compreniez un peu d'où je parle. Et j'ai écrit il y a quelques mois
un long article qu'on peut trouver sur le site Convergence des luttes autour des travaux d'un ancien étudiant de Bernard Friot, qui est sociologue, peut-être que vous le connaissez, Mathieu Grégoire, qui est sans doute le meilleur spécialiste sur l'assurance chômage. Et sa thèse, qui a été éditée en 2013, enfin c'est le livre qui sort de sa thèse, s'appelle « Les intermittents du spectacle, enjeux d'un siècle de lutte » aux éditions La Dispute. Et cet article que j'ai écrit, et je fais quelques cours autour de l'article, reprend tous les éléments historiques d'un siècle de lutte du régime de l'intermittence du spectacle. Et en tant que militant à Réseau Salariat, j'essaye de montrer à quel point, en fait, ce régime de l'intermittence du spectacle est souvent... Il est bien connu des propres travailleurs du spectacle, mais comme souvent, ce qui est bien connu est mal connu. Et non pas sur un plan technique, ça c'est pas très important de bien posséder la technique de comment sont calculés les indemnités journalières, tout ça. Mais ce qui est important, il me semble, et on va en parler, c'est de voir ce qu'ils proposent comme alternative de la production du travail, comme alternative à la production du travail capitaliste. Et ça, c'est un outil, il nous semble, à Réseau Salariat, extrêmement puissant et malheureusement impensé. Donc je vais commencer d'abord par rappeler un tout petit peu d'où on part, nous, les artistes, les travailleurs de la culture. Et ce bouquin commence dans une période, dans la première période entre 1919 et 1936, et Mathieu appelle ça l'horizon corporatiste, une époque où le travail artistique est dans une hyper-flexibilité, dans le mauvais sens du terme. Il faut savoir qu'à cette période-là, le monde du spectacle, il n'y a pas d'État. L'État n'intervient absolument pas dans l'organisation du travail. Ce sont des relations privées entre embaucheurs, je dis bien embaucheurs et non pas employeurs, vous verrez pourquoi c'est important, et des artistes qui sont, disons, sur un marché du travail, et ils sont soumis à la violence justement déjà de l'intermittence du travail. J'y reviens pas, vous voyez très bien de quoi je parle. On est travailleur dans le capitalisme que par l'intermittence, surtout quand on est artiste. Et face à cette violence sociale, cette violence du marché, les syndicats s'organisent, et nous sommes dans une période post-1917, 2 ans après, disons, la révolution russe, et on va dire que la classe ouvrière est galvanisée, car pour la première fois, elle a vu que c'était possible de renverser une classe dominante. Et il faut savoir que dans cette période, donc entre 19 et 36, il y a pratiquement 100% des musiciens qui sont syndiqués. Et à peu près 60% chez les auteurs dramatiques, les acteurs dramatiques. Et donc, ce sont des chiffres qui, aujourd'hui, évidemment, font rêver. Et de cette puissance syndicale va naître un véritable rapport de force entre les embaucheurs et les travailleurs du spectacle. Et les syndicats inventent la mise au pilori et la mise à l'index. Alors qu'est-ce que c'est que la mise au pilori? C'est des embaucheurs qui ne joueraient pas le jeu du salaire minimum syndical pour payer les artistes, qui ne joueraient pas le jeu des conditions finalement des mesures syndicales par rapport au travail. Et là, tout embaucheur ne jouant pas le jeu, eh bien, son nom est dressé sur une feuille, sur une liste,
Et le fait qu'il soit mis au pilori, les travailleurs du spectacle ont interdiction formelle de travailler pour cet embaucheur. Donc c'est très violent comme acte, disons, et en même temps c'est très efficace. Et pour les travailleurs du spectacle qui ne joueraient pas le jeu, c'est-à-dire qui passeraient outre la mise au pilori, eh bien, il y a une mise à l'index. Et là, ce travailleur, il est exclu. Il est exclu du syndicat, il est exclu du monde du travail, c'est-à-dire que les autres travailleurs du spectacle ont interdiction de collaborer, de travailler avec ce traître, disons. Alors, c'est... encore une fois, hein, il faut se remettre un peu dans le contexte historique, hein, post-17, et c'est comme ça que les syndicats ont réussi tout de même à imposer des minimums en termes de salaire aux embaucheurs. Il faut savoir que l'embaucheur, il n'a pas... aujourd'hui, quand on reçoit notre contrat de travail, franchement, qu'est-ce qu'on regarde? Le montant du cachet, et le reste, on ne lit pas. Parce qu'on a totalement intégré que ces contrats étaient totalement normalisés, uniformisés. Alors qu'à cette époque, pas du tout. Il y a un contrat de travail par embaucheur. Et par territoire, par région. Et là, tout le monde a intérêt à regarder ce qui se passe. Donc voilà, la puissance syndicale fait qu'elle tient les embaucheurs dans leurs mains. Donc cette période, on travaille au cachet, au service et à la pièce, au chapeau. Donc c'est très c'est pas le salaire n'est pas normalisé tout de même s'il y a un rapport de force favorable. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de chômage. Il y a simplement des caisses de solidarité qui sont souvent patronales, c'est les notables qui organisent ça, mais ça ne permet pas de vivre. Donc la plupart des artistes à cette époque-là sont très souvent dans le biprofessionnalisme. Ils ont 2 métiers, voire 3, entre deux travails artistiques. Et il y a une autre solution qui a été inventée par le syndicat des acteurs, c'est, on va dire, des mesures malthusiennes avec un droit à une licence. Prenons, disons, acte de la flexibilité du travail et du problème de, finalement, s'il y a trop d'artistes, ça va peser à la baisse au niveau des cachets, au niveau des salaires. Eh bien, certains inventent une licence pour départager les professionnels et les amateurs. Et alors ça, cette licence, elle est assez mal vécue par les professionnels eux-mêmes, car qui décide de la licence? C'est toujours ça le problème. Donc ça a été une solution, mais qui n'a pas rencontré un franc succès. Et là, on arrive à la deuxième période, la période de l'emploi. Et donc cette période, elle est assez longue. Elle part de 1936 et elle va jusqu'à 1979. Donc c'est une période vraiment longue. Et pour parler de cette deuxième période, la deuxième période, c'est le thème, c'est l'emploi et le plein emploi. Donc là intervient ce nouveau mot, l'emploi, qui est aujourd'hui totalement banalisé, nous le connaissons, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est nouveau. C'est une forme de travail qui est extrêmement nouvelle.
Et pour bien comprendre ce que c'est que l'emploi, je vais parler de ce qu'il y avait avant l'emploi. Disons, les deux formes canoniques du capitalisme au XIXe siècle, avant l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi, de temps en temps, est mal compris. On pense souvent à l'emploi, c'est le capital, c'est les employeurs, c'est les patrons. Et vous allez voir que finalement, l'emploi, ça a été une conquête syndicale. Et c'est un progrès anthropologique dans le travail. Au XIXe siècle, vous avez deux formes de travail. Il y a le travail indépendant. Le travail indépendant, c'est tout nouveau. Un travailleur libre sur un marché, dit Marx. Et ça, dans le mode de production féodale, donc XVIIIe siècle et les siècles précédents, ça n'existe pas. Un type ne peut pas arriver en disant « je vais travailler pour moi-même ». Pas du tout. Ça, c'est la fin du XVIIIe siècle où on voit arriver cette nouvelle forme de travail, enfin, c'est-à-dire que c'est devenu institutionnalisé. Donc le travailleur indépendant, il doit valider socialement le produit de son travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je fabrique quelque chose et je dois me démerder pour le vendre sur un marché. Et de cette vente, de ce que je produis, eh bien, je vais en tirer un bénéfice, et c'est ce bénéfice sur lequel je vais me payer ceux qui travaillent avec moi. C'est une forme de travail qu'on connaît encore aujourd'hui. Et il y a une deuxième forme de travail, c'est le contrat de louage d'ouvrage. Et ça, c'est une forme de travail avec trois parties. Vous avez à la tête de cela le donneur d'ordre, le capitaliste, qui va négocier un prix de la marchandise à un négociant, à un sous-traitant. Disons que l'institution du travail, elle se base sur ce produit marchand, sur le prix de la marchandise. Ça, c'est institué. Il y a des contrats pour cela. Mais la troisième partie, c'est que le sous-traitant, le négociant, lui, il se démerde pour fabriquer les choses qu'il a réussi à négocier avec le donneur d'ordre. Et cette partie du travail, donc l'ouvrage, d'où le mot ouvrier, ce travail ouvrier, il est totalement invisible. Pas de conditions de travail, pas de conditions de salaire. En gros, très souvent, le négociant, il fait travailler sa famille. Il fait travailler des gens qui chopent dans la rue, et il lui dit, voilà, je t'offre le gîte et le couvert, et tu travailles pour moi. C'est une nouvelle forme d'esclavagisme. Et de tout cela, ça va durer pendant tout le XIXe siècle. Donc, travail indépendant, le marché des biens et services, et le travail sous le contrat de louage d'ouvrage. Et pendant la deuxième partie du XIXe siècle, il va y avoir tous ces ouvriers, ces travailleurs invisibles, qui vont s'organiser, toute la lutte sociale, la naissance des syndicats, toute fin du XIXe siècle, les mouvements anarchistes, communistes, et ils vont réussir, dans une bataille féroce au début du XXe siècle, à imposer un contrat de travail aux donneurs d'ordre. Ils vont leur dire, maintenant, tu vas être responsable de moi. Tu vas devenir un employeur. Et je serai ton employé. Donc c'est une nouvelle forme du travail qui commence, qui se crée, qui s'institue. Tout cela pour foutre en l'air le contrat de louage d'ouvrage, pour interdire la sous-traitance. Et alors ça va mettre beaucoup de temps à s'instituer.
il va y avoir des luttes sociales très très fortes. Vous avez sans doute entendu parler de 36, le Front populaire qui arrive au pouvoir. Le Front populaire arrive au pouvoir avec un programme minuscule. C'est pas le Front populaire qui a inventé les congés payés. Non. C'est au lendemain de cette victoire électorale, Léon Blum, il va y avoir un sursaut ouvrier qui va occuper les entreprises. Ça peut paraître un tout petit peu étonnant. En général, nous, quand la gauche passe au pouvoir, on se dit chouette, on a gagné, on rentre chez nous. Eh bien non, là c'est l'inverse qui se passe. La gauche arrive au pouvoir, donc on bloque tout le pays. Et ils arrivent à imposer des conventions collectives, contrats de travail, à négocier ce contrat de travail, ces nouvelles conventions collectives. Donc, je reprends le fil de mon histoire. La deuxième période, c'est l'emploi et le plein emploi. C'est-à-dire que les syndicats, quand je parle des syndicats, c'est essentiellement la CGT. La CGT, devant, disons, le travail intermittent des travailleurs du spectacle, devant le biprofessionnalisme, se dit, eh bien, nous aussi, nous devons rentrer notre travail, le travail du spectacle, les travailleurs du spectacle, et l'instituer dans cette nouvelle forme de travail qui s'appelle l'emploi. Sauf que les droits sociaux qui sont attachés à l'emploi, ils fonctionnent à condition d'être dans l'emploi à longue durée. Et évidemment, par nature, un travailleur du spectacle n'est jamais dans un travail de longue durée. Donc, en gros, il ne cotise pas assez pour avoir droit à la santé, droit au chômage, droit tous les droits qui sont attachés à cette nouvelle forme du travail. Donc, il va y avoir toute une campagne pour réclamer déjà que le travail du spectacle soit institué dans l'emploi et en même temps revendiquer le plein emploi. Et si vous revendiquez le plein emploi, eh bien, vous devez militer, vous devez commencer à défendre les institutions qui génèrent du travail artistique. Le cinéma, le théâtre, les concerts. Et donc on va avoir des nouvelles revendications pour défendre ces corporations. Et on va sommer l'État de rentrer dans le jeu du travail artistique. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il n'en était pas question. Donc, il va y avoir des politiques culturelles. Ça vous dit quelque chose, ça, hein? Aujourd'hui, on en entend tout le temps parler, les politiques culturelles. Alors, on va créer des maisons de la culture dans les régions. On va créer des troupes permanentes attachées à des maisons de culture ou attachées à des territoires. Et il va y avoir donc des politiques culturelles qui vont exister. Oui, quelque chose que j'ai oublié de vous dire en préambule. Si vous avez envie de m'arrêter, poser des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Hein, c'est pas à la conférence du mec qui sait, vers les gens qui... voilà, n'hésitez pas, vraiment. Du coup, moi j'ai une question. Bon, tu disais qu'avant il y avait une période de 3 mois de travail, si j'ai bien compris, pour avoir des droits. Alors, pour avoir dans l'emploi, il faut, pour toucher ces droits, alors, ce que tu poses comme question m'amène à avancer d'un pas. Quand l'emploi naît, arrive tout de suite le chômage. Alors le chômage, il n'est pas au départ institué.
ce sont des aides sociales de l'État. Ces aides sociales ne te permettent pas de vivre entre deux emplois. Hein. Donc, on va créer l'UNEDIC en 58. En 58, donc l'UNEDIC, c'est un complément de solidarité. Et l'UNEDIC, en 58, n'intègre pas les travailleurs du spectacle. N'intègre pas non plus les travailleurs de la paysannerie, n'intègre pas les domestiques, à l'époque il y a encore des domestiques. Hein. Donc il est imparfait. Pour avoir ce droit au chômage, eh bien, il faut travailler minimum 520 heures dans l'année. Mais encore une fois, pas d'intermittent. Pas de travailleurs du spectacle. Dès 1946, les travailleurs du spectacle ont droit au régime général. Alors, je rappelle le régime général, inventé donc par Ambroise Croizat, ministre du Travail communiste, qui invente pratiquement tous nos conquis sociaux en 11 mois. Une fenêtre de tir extrêmement réduite. Régime général, l'idée c'est on socialise une partie du salaire dans une caisse unique avec un taux unique de cotisation. Et alors au départ, les communistes voulaient une seule caisse qui regroupait allocation familiale, santé, vieillesse, les retraites. Et malheureusement, le rapport de force n'a pas marché et les adversaires ont réclamé deux caisses. Donc une caisse allocation familiale et une caisse santé et vieillesse. C'est ça la sécurité sociale au régime général. Souvent on a des confusions. On dit on a inventé la sécurité sociale en 1945. Les travaux de Bernard Friot ont démonté cette fable capitaliste. La sécurité sociale est pléthorique dès la fin du XIXe siècle. La sécurité sociale, c'est capitaliste. Celle qui est communiste, c'est celle qui est au régime général. Pourquoi ? Parce qu'avant le régime général, il y avait des centaines et des centaines de caisses et des centaines de taux de cotisation différents. Donc ça permettait un marchandage hallucinant. Le patronat avait la main là-dessus. Puis, quand on réclamait des augmentations de salaire, bien si on réclamait 10% d'augmentation de salaire, on disait non, ça va être 5%, et puis 5 points de cotisation sociale. Tu vois, donc l'idée des communistes, c'est d'unifier toutes les branches professionnelles dans une seule caisse avec un taux unique. Tout le monde cotise au même taux. Ça, c'est révolutionnaire. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, depuis 40 ans en tout cas, on fait tout pour bousiller le régime général. Non pas la sécurité sociale. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Ils ne vont pas dire ça comme ça, mais c'est vraiment le régime général, la solidarité interprofessionnelle, comme on dit, tout le monde cotise au même taux. Et ça concerne les gens qui ont un travail du coup continu. Voilà, exactement. Pour avoir le chômage, en 58, donc, l'UNEDIC, il faut avoir les droits sociaux, disons, ils s'appuient sur l'emploi long et non pas l'emploi discontinu, intermittent. Donc, en 64 et 67, on va inventer les fameuses annexes 8 et 10. L'annexe 8 pour les techniciens du travail du spectacle et 10 pour les artistes. Mais alors souvent on se focalise sur ces deux annexes. Mais Mathieu le rappelle très bien, ça n'a pas tellement changé quoi que ce soit, les deux annexes.
en 64 et 67. Pourquoi? Parce que pour bénéficier des indemnités chômage, il ne fallait pas faire non pas 520 heures, il fallait faire 1000 heures par an. Qui fait 1000 heures aujourd'hui par an dans l'emploi? Ou pratiquement zéro. Ça concernait quelques élites, quelques stars, qui n'avaient absolument pas besoin, d'ailleurs, entre deux emplois, de toucher des indemnités. C'est comme si Nathalie Dessay réclamait son indemnité chômage. Nathalie Dessay, c'est une grande chanteuse, merveilleuse française, une chanteuse lyrique, mais elle-même le dit, elle n'a rien à foutre, l'intermittence. Pas besoin. Quand tu es payé 25 000 balles par cachet, par soir, t'en tapes royalement d'avoir une indemnité chômage. Donc voilà, en 64-67, il faut faire 1000 heures dans l'emploi pour avoir droit à l'assurance chômage. Et donc, on arrive en 79. En 79, il y a un constat tout de même d'échec de la part de la CGT. Car leur désir, leur revendication d'intégrer complètement le travail de l'intermittence, le travail artistique, dans l'emploi, dans le plein emploi, ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi? Parce que vous le savez, parce que j'imagine que vous êtes tous dans le travail artistique, en tout cas le travail du spectacle, il est difficile pour un artiste de résister à l'appel de son travail, disons, son travail concret. Quand on vous embauche pour faire une représentation théâtrale, concert ou autre, que sais-je, le syndicat dit il faut que ça couvre, il faut que ça soit dans les règles des conventions collectives, du code du travail, les répétitions payées, enfin toute cette lutte syndicale pendant 40 ans. Eh bien, ils s'aperçoivent que certains artistes ne jouent pas le jeu, et en même temps on les comprend. Le gars, il vous embauche, allez, je vais te donner 100 balles pour la soirée. Il n'y a pas de code de travail, il n'y a pas de contrat, bon bref, on le fait. Et ça, évidemment, ça pose problème, parce que tu peux pas, le rapport de force devient inégal. Et les syndicats ont toujours bataillé ferme contre ces formes de travail qui sont en deçà du marché de l'emploi, de la forme de l'emploi. Donc, quelque part, c'est du travail noir. Et ça, les syndicats ont toujours lutté contre le travail noir parce que c'est au détriment du travailleur, évidemment. Et c'est surtout que ça renvoie l'image de l'artiste fils à papa, ou la femme du PDG qui fait un peu de piano et qui va s'amuser. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Donc, il y a quand même un petit constat d'échec à la fin des années 70. Et en 79, il y a une revendication qui a tout changé. Mais elle a changé, non pas que les revendications étaient destinées à changer la condition des travailleurs, mais c'est cet acte qui a changé la nature du travail intermittent chez les travailleurs du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords, les fameux accords de l'UNEDIC en 79, qui ont d'une part, on a unifié les deux sources d'indemnisation du chômage, l'aide sociale et l'UNEDIC. On a fait une seule entité. Et surtout, la chose la plus importante, et ça c'est grâce à la CGT et à leurs revendications, ils ont réussi à baisser les droits à l'indemnité chômage de 1000 heures à 520 heures. Les mettre au même niveau que le travailleur lambda, disons, le travailleur à emploi sur un emploi long. Et ça, c'est énorme, le changement.
Alors, c'était 520 heures, et puis après, en 82 ou 84, je ne me rappelle plus, c'est 82, quand Mitterrand est passé à 81, il a changé la semaine de 40 heures, on est passé à 39 heures, donc par un calcul, on tombe à 507 heures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore 507 heures. C'est pour coller aux 39 heures, puis bon, maintenant c'est 35, mais bon, au départ, c'est pour ça qu'on est passé rapidement aux 507 heures. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, ce qu'on disait tout à l'heure, 1000 heures, personne n'était intermittent du spectacle. Personne n'avait le régime de ces deux annexes 8 et 10. Tout d'un coup, explosion. Dès que vous baissez les conditions d'éligibilité, on voit apparaître un nouveau travailleur du spectacle qu'on appelle les intermittents du spectacle. Et ces nouveaux travailleurs, ils ont pris conscience qu'il y avait une part de leur salaire qui était payée, le salaire direct, qui était payé par les cachets. Donc les cachets, c'est l'emploi. Et une part de leur salaire, le salaire dit indirect, le salaire socialisé, c'était un droit au salaire. Non pas une aide, comme on dit aujourd'hui, un droit au salaire. Car je reviens sur l'emploi. L'emploi, ça donne 3 droits. Nous avons vu au XIXe siècle que l'individu libre sur un marché, lui, se payait sur un bénéfice. C'était un mode de travail extrêmement violent, car si vous ne vendez pas votre camelote, si vous ne vendez pas vos services, eh bien, économiquement, vous êtes à poil. On a vu que le contrat de louage d'ouvrage avait pratiquement disparu grâce à l'emploi. Donc l'emploi, ça donne droit au code du travail, convention collective, c'est-à-dire des droits d'embauche, des droits de licenciement, des droits de santé du travail, des droits d'horaire, enfin voilà, tout ce qui rentre dans les conventions collectives. Et ça donne droit, deuxième droit, au salaire direct, et ça donne droit aussi au salaire indirect. Car si vous vous faites licencier, vous avez droit au salaire socialisé. Donc c'est important l'emploi, c'est pas rien, c'est vraiment des conquis sociaux qui sont d'ordre anthropologique. Sauf que il y a une limite à cela. C'est que dans l'emploi, ce qui est payé, c'est pas le salarié, c'est le poste de travail. Exemple concret chez les artistes, quand un pianiste fait un concert, c'est pas le pianiste qui est payé, c'est le concert qui est payé. Si j'ai pas de concert, j'ai pas de cachet. Ça, c'est plus qu'une nuance à bien comprendre. Pareil pour le salarié dans l'emploi, il a, oui, un temps il est payé grâce au chômage, mais évidemment que le chômage aujourd'hui il est de plus en plus attaqué. On voit avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage, il va être de plus en plus difficile d'avoir droit à ce salaire socialisé. Donc les communistes ont inventé en 1946 une autre forme de travail. C'est le statut du fonctionnaire. Le fonctionnaire a un grade et le fonctionnaire est payé pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Et ça, c'est une révolution anthropologique cosmique. C'est bien pour ça que les capitalistes, font tout pour foutre en l'air le statut des fonctionnaires et tous les autres travailleurs à statut. Les cheminots, nous l'avons vu il y a 2 ans, Macron terminait le statut des cheminots parce que le statut des cheminots, c'était un statut qui était propre aux travailleurs. Ce n'était pas son poste qui était payé, c'était lui. Comme les fonctionnaires, comme les soignants aujourd'hui, c'est eux qui sont payés, ce n'est pas leur poste.
nous l'avons vu pendant la crise du Covid, nous le voyons aujourd'hui dans la crise du Covid. Qui touche son salaire à 100% aujourd'hui? Les fonctionnaires. Moi, je suis prof titulaire de la fonction publique territoriale. En un an, en 2020, j'ai donné effectivement des cours pendant 3 mois. J'ai été payé pendant les 12 mois. Élève ou pas élève, c'est pas le problème. C'est mon grade, c'est moi qui suis payé. Rémi Cardinal, dans l'emploi, pour les concerts, 0. Pas de concert, pas de cachet. Dans l'emploi, c'est là où on voit que c'est un conquis social tout de même, les salariés ont eu droit à l'activité partielle, 84% du brut de leur salaire. Qui a payé le prix fort de cette crise? Les travailleurs indépendants. Pas de marché, pas de bénéfice, pas de salaire. Le travailleur indépendant, c'est le travail le plus exploité, le plus dangereux. C'est la forme préhistorique du travail. D'accord? Il n'y a pas droit au chômage quand on est travailleur indépendant. On le voit, les restaurateurs, tout ça, ils ont droit à des aides. Il faut bien entendre ce que ça veut dire, l'aide. Ça renvoie le travailleur à un être de besoin. C'est un mineur économique. Il a droit du pouvoir d'achat, lui. Les droits ne sont pas attachés ni au poste, ni à lui-même. Donc c'est important de rappeler ces différents modes de travail. Alors, évidemment, j'ai perdu un tout petit peu le fil. Oui, je reviens à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le régime des intermittents du spectacle. Donc, après l'accord de l'UNEDIC en 1979, on s'aperçoit, les statistiques, c'est aujourd'hui sur tous les intermittents qui ont droit au régime. Donc on est à peu près, je crois, 110, 120 000 intermittents indemnisés sur à peu près plus de 300 000 travailleurs du spectacle qui essayent d'être indemnisés, mais qui n'arrivent pas à avoir leurs 507 heures. Donc, les statistiques, salaire direct, l'emploi, le cachet, c'est 50% du salaire, des revenus. Le salaire indirect, le salaire socialisé, l'indemnité chômage, c'est 50% aussi. L'important, alors, le financement de ce salaire socialisé, je ne me rappelle plus si je l'ai dit, mais c'est la cotisation au régime général, l'interprofessionnalisme. Tous les travailleurs cotisent, patronat et salariés, à la caisse d'assurance chômage. Donc on socialise une partie du salaire, on a dit pour la santé, les allocations familiales, les retraites, et pour le droit au chômage. Donc, ces 50% de salaire indirect pour les intermittents du spectacle, c'est donc du salaire socialisé. La moitié de ce qu'ils produisent est hors emploi. Hors emploi. Puisque le salaire qui s'exprime dans l'emploi, les cachets, c'est le salaire direct, les 50%. Et l'indemnité chômage, c'est du salaire socialisé, ce n'est pas le cachet. Alors, il est conditionné, certes, à 507 heures, mais on voit que grâce à une bataille syndicale, de passer de 1000 heures à 507 heures, eh bien, on a ouvert un autre champ de la production de valeur économique, et 50% des revenus, c'est du hors-emploi. Donc, les revendications de la CIP et maintenant aussi de la CGT, d'un certain nombre de CGTistes, c'est de réclamer, de continuer le mouvement pour passer de 507 heures à 250 heures. Ensuite, à 125 heures dans l'emploi, pour au final arriver à 0 heure dans l'emploi. C'est ça, faire une révolution
anthropologique sur le travail. C'est-à-dire que le salaire des intermittents du spectacle ne soit plus conditionné au marché de l'emploi. Et si on arrive, encore faut-il revendiquer cela, si on arrive à dire, eh bien non, être artiste, ça vaut salaire. Pas besoin de le conditionner sur le champ de l'emploi. Le salaire socialisé sera tout d'un coup, l'artiste aura un grade, comme dans le statut de la fonction publique, il aura droit à un salaire. C'est un artiste comme fonctionnaire. Un artiste comme un fonctionnaire, avec les droits des fonctionnaires, mais ça ne sera pas un fonctionnaire. Il ne travaillera pas pour l'État. Hein? Il y aura encore un marché du travail, mais ça ne sera pas le marché de l'emploi. Il y aura des entrepreneurs, des gens qui ont par exemple, ici, il y a la Criée. La Criée va produire des concerts, elle va embaucher des artistes, mais l'artiste ne sera plus payé par la Criée. Il sera payé par la caisse de l'UNEDIC, comme déjà en ce moment, pour 50% des revenus. Du coup, j'ai une question, on ne revient pas au même problème qu'il y avait dans la première période de travail, c'est comment on va délivrer le statut d'artiste en fait. Ça, ce sont des questions auxquelles on travaille à Réseau Salariat, et nous avons déjà des modèles. Tout à l'heure, je parlais du statut des fonctionnaires d'État. Eh bien, il y a des concours de la fonction publique qui disent, toi, tu as réussi le concours, donc tu as un grade. Un grade qui est ton attribut. Ton attribut, ça veut dire qu'il est à vie. Moi, en tant que prof, titulaire de la fonction publique territoriale, personne ne peut me dégrader. Bernard cite un exemple incroyable. Maurice Papon, quand il a été condamné, n'a pas perdu son grade de la fonction publique. Pourtant, il a été condamné à un des crimes max de la société civile. Et on peut rappeler qui c'est ? Hein ? C'était le préfet de Paris qui a redonné en 60... Bon, c'est un des collabos qui a fait des rafles, qui a balancé des Ok. Bon, Non mais crime contre l'humanité. Il n'y a pas plus haut. Il n'a pas été dégradé. Pour vous dire la puissance du grade de la fonction publique. Donc, l'idée, c'est d'attribuer un grade, une qualification personnelle, une qualification du salaire personnel à l'artiste. Il va monter en grade, il va y avoir une carrière salariale. Exemple, tout le monde a 1 700 € à la majorité, droit au sol, droit du sol, pardon, et selon des épreuves de qualification, à passer 2 ou 3 fois dans sa vie, on monte de 1 700, 3 000, 4 500 pour arriver à 5 000 maximum. Qui, ici, pense qu'à la fin de sa carrière d'artiste, touchera 5 000 € par mois? On peut rêver, hein. Et parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les artistes? Les artistes, c'est des stars, une minorité de stars, qui empochent un maximum. Tout à l'heure, je parlais de certains salaires de chanteurs lyriques. Tous les chanteurs lyriques ne touchent pas ces cachets-là, hein. Mais vous avez des gens comme Netrebko ou Cecilia Bartoli, c'est 90 000 € par cachet. D'accord? C'est des sommes, d'ailleurs, on ne peut même pas réaliser. Ce sont des gens qui sont millionnaires. D'accord? Et puis, l'immense majorité de gens qui crèvent la faim et qui sont obligés de se faire embaucher, employer par un employeur. C'est ça le marché de l'emploi. Pour espérer avoir le droit à l'indemnité chômage. Donc l'idée, c'est d'envoyer, disons, balader ce marché de l'emploi qui, encore une fois, a été une grande conquête sociale, qui a été une avancée anthropologique, puisqu'on a attaché le droit au salaire
au poste de travail. Hein, on a garanti du salaire à des travailleurs. C'est bien mieux que le marché indépendant. Mais il faut aller maintenant beaucoup plus loin que l'emploi et réclamer une qualification du salaire à la personne. Et évidemment que ce qui sera bon pour nous sera bon pour tout le monde.